Une vie qui reprend ses droits. Nous sommes à Barani, retour d'accalmie, retour des personnes déplacées internes et reprise des activités quotidiennes. Une prouesse accomplie grâce au sacrifice des forces de défense et de sécurité. Nous y serons dans quelques instants à la faveur de la visite du ministre de la Sécurité. Des pathologies rares, pas très connues et à la prise en charge difficile. Elles font l'objet de sensibilisation et de plaidoyer chaque dernier jour du mois de février. C'est ce qui est appelé la Journée internationale des maladies rares. Ce soir, nous posons un regard sur le sujet. Un bac à cyanure abandonné en plein air, des déchets de minerais entassés, de l'arsenic dans les eaux, un tableau qui dépeint une triste réalité à Poura. La pollution, on en parle dans le dernier épisode d'une semaine à Poura. Il sera aussi question de la desserte en eau potable en proie à des difficultés. Sorosira Sanon ou le renouveau de la culture, relever le défi de l'existence en dépit de la crise sanitaire. Le musée de Bobo semble l'avoir relevé avec plus de 6500 visiteurs en 2020. Il refait pour cette année peau neuve en tirant profit des matériaux locaux. Nous y ferons un tour en clôture d'édition. Voici déclinés les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette initiative d'aide à une dizaine de familles en difficulté. Il s'agit de leur permettre de subvenir à leurs besoins et trouver un emploi stable pour une autonomisation. Cela est appelé le Songtaba System et porté par le Larlenaba. Le chef coutumier veut ainsi contribuer à la lutte contre la pauvreté. Présentation du mécanisme avec Daouda Ouattara et Pascal Kane. Un don symbolique pour aider Adissa Ali Boudo à subvenir à ses besoins alimentaires et ceux de sa famille. Un engagement de l'Alenaba et ce pour une période de 6 mois. Des vivres et une somme forfaitaire de 1000 francs CFA journaliers. Cette ménagère, avec 6 enfants à sa charge, aura également du travail stable pour se sortir de la pauvreté. La phase pratique du Songtaba System vient ainsi d'être lancée. 12 familles de Bobo-Tlasso et de Ouagadougou seront concernées par cette première phase de l'opération d'entraide. Cette année, j'ai lancé les 12 personnes. Nous allons dans 3 mois faire l'examen à mi-parcours et dans 6 mois, nous allons faire le point. Et si l'opération est bénéfique pour libérer ces 12 personnes de la faim, de la pauvreté, du chômage, nous allons voir comment faire une cérémonie qui va consacrer la vulgarisation de cette idée qui permet à chaque citoyen de chercher le bien pour soi, mais de chercher le bien pour son prochain. L'opération est lancée à l'occasion de la fête coutumière de l'Alenaba, une initiative saluée par le Premier ministre. Cette action vient en appui aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. Il apporte une très grande contribution à l'autonomisation des couches les plus vulnérables de notre pays. La jeunesse, les femmes. Il organise chaque fois un certain nombre de manifestations. Il soutient les femmes dans leur quête d'autonomisation. Il soutient la jeunesse dans son autonomisation. Et aujourd'hui, dans le cadre des difficultés que nous connaissons, il lance un certain nombre d'initiatives pour accompagner le gouvernement dans la résolution du problème de l'emploi, dans la résolution de la reconstruction de ceux des couches vulnérables qui ont subi un certain nombre de difficultés dans cette période difficile d'insécurité et de maladie de la Covid. Et c'est pour cela que je tiens absolument à vous dire que je suis satisfait du travail qu'il fait. L'appel est entendu par le président de l'Assemblée nationale. Il s'engage à aider des familles dans le cadre de cette initiative. Le Larlé a lancé l'initiative. Le Larlé n'est pas le plus nanti des Burkinabés. Il n'est pas le plus riche des Burkinabés. Il ne fait que donner l'exemple. Donc il nous appartient aussi, ceux qui ont la possibilité de faire comme lui, de faire plus que lui ou de faire moins que lui, de pouvoir le faire, poursuivre son exemple. Donc pour nous, c'est une très belle initiative. En tout cas, nous ne manquerons pas de le faire aussi à notre niveau. Le Larlenaba invite tous les Burkinabés à s'approprier cette initiative. Tous ceux qui arrivent à subvenir aux besoins de leur famille sont invités à aider au moins une autre famille à sortir de la pauvreté.
Vous l'avez entendu, c'est une initiative menée en marge du Nabasga du Larlé Naba, le 31e, une retrouvaille entre le chef et ses sujets pour évaluer la campagne écoulée et solliciter des bénédictions auprès des ancêtres. Cette année, plusieurs personnalités amies étaient au rendez-vous. La cérémonie, comme si vous y étiez, avec Kunsun Koulibaly et Nyarkiteda. Au son du Bendré, les sujets passent tour à tour pour saluer le chef. Nous sommes au Nabasga de Larlé Naba Tigré. Depuis 1990, date de son intronisation, le Larlé Naba ne déroge pas à la tradition car le moment est solennel. Le Nabasga, c'est une fête qui célèbre la fin de l'année vraiment chez les Mossé, et qui ouvre une année nouvelle dans laquelle nous faisons des libations aux ancêtres pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu et des ancêtres de nous procurer la santé, la paix, la prospérité et pour l'année nouvelle. Et pour l'occasion, les sujets ne sont pas seuls au palais. Il y a des amis venus du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Turquie et d'un peu partout à travers le monde. À côté d'eux, des autorités coutumières, des membres du gouvernement et ceux de la représentation nationale venus tous témoigner leur gratitude et reconnaissance au Larlé pour ses actions de développement. C'est un homme qui est à féliciter parce que de par ses œuvres, pas uniquement au niveau de la chefferie, de par ses œuvres au niveau du social, ce qu'il fait aussi au niveau de l'agriculture, les nouvelles méthodes culturelles qu'il apprend aux gens, en ce qui concerne l'élevage également, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Et donc c'est quelqu'un en tout cas qui nous inspire beaucoup de choses. Au cours de ces Nabasga, le Larlé Naba sollicite auprès des ancêtres des bénédictions pour l'ensemble des décideurs. J'ai demandé à Dieu et aux membres de nos ancêtres de donner la santé à nos premières autorités traditionnelles, coutumières, religieuses et aussi à nos autorités politiques et administratives afin que nous soyons tous dans la mesure d'agir pour le meilleur devenir de notre façon. Le Larlé Naba place le Nabasga sous le signe du partage pour endiguer la pauvreté et la faim au Burkina Faso. Nous changeons de registre à Barani de nouveau dans les éclats de rire. La vie y est célébrée avec un retour progressif à l'accalmie. Un tour dans la ville en compagnie du ministre de la Sécurité pour constater le retour de la paix et des activités d'antan. Témoignage avec Roger Kam et Dramangeni. Barani dans la Kossi, 30 km du Mali. La ville revient de très loin, jadis asphyxiée par des groupes terroristes. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité constate avec satisfaction la montée en puissance des FDS. J'étais envoyé ici pour ça. Et si vous êtes très content du travail qu'ils font, ben nous aussi on est très contents. Le président Roch Christian Kaboré vous a promis la sécurité. Ben, nous sommes contents de constater avec vous que cette promesse-là est en train de se réaliser à Barani et que vous êtes tranquille. Barani renaît doucement. Les activités prohibées par les assaillants se mènent aujourd'hui dans la ville. À un moment donné, toutes les activités socio-culturelles qu'on avait l'habitude d'organiser à Barani, tout était suspendu. Notamment, tout le monde reconnaît Barani d'abord comme un site touristique. Notamment, nous avions l'organisation du festival qui se faisait depuis longtemps et tout est suspendu. Il y a l'organisation, l'RJBD aussi qui organisait en son temps ses activités sportives et récréatives. Ça dynamisait vraiment la localité. Mais à un moment donné, tout ça s'était suspendu. Mais bon, avec les actions vraiment des forces de l'ordre, en tout cas actuellement, les activités ont repris leur cours et on ne peut que remercier. Voilà, actuellement nous jouons au ballon, les enseignants peuvent aller dispenser les cours. Nous arrivons à le faire, même si en tout cas il reste beaucoup à faire toujours. Nous sommes très contents de la visite du ministre de la Sécurité. Actuellement, la paix est revenue. Nous célébrons nos cérémonies festives sans problème. Les marchés de la zone se fréquentent avec moins de risques. Plusieurs villages sont réhabilités
avec le retour des déplacés internes appuyés par les FDS. Et pour les soldats sur le terrain et victimes de blessures, la prise en charge devrait être plus simple avec l'accompagnement d'un personnel médical et paramédical. Dans cette optique, 20 médecins et infirmiers des ministères de la Sécurité et de la Défense ont bénéficié de 3 semaines de formation, une formation initiée par l'Institut des Nations Unies pour la recherche et le gouvernement canadien en vue de leur futur déploiement sur le terrain. Issa Kafando et Sébastien Zongo. Ils sont 20 médecins et infirmiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale à recevoir leur parchemin de fin de formation. Une formation de formateurs axée sur le secourisme au combat, la médecine de théâtre d'opération et de soutien psychologique de base. Ils ont appris à combiner la médecine d'urgence pour pouvoir sauver les blessés ou se prendre en charge sur les théâtres d'opération en tant que soldats. Cela permet de se sauver la vie. Le soldat peut se prendre en charge. Il a juste 10 minutes pour survivre en attendant l'arrivée des secours plus appropriés que l'équipe médicale. La formation théorique a été couronnée par un exercice en ambiance réelle sous les feux en zone orange à Lumbila. Des études ont montré qu'un tiers des décès sur le terrain peuvent être évités par l'administration des soins critiques au plus près du blessé. C'est ce que nous appelons la médecine d'urgence loin en avant du blessé, c'est-à-dire les premiers soins sont administrés sur le terrain ou alors à proximité du champ de bataille. C'est très important pour la survie des blessés. C'est une session de renforcement des capacités de réaction du personnel médical et paramédical à déployer dans les opérations de paix des Nations Unies. Elle est voulue par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche avec le soutien du gouvernement canadien. Depuis un certain temps, nous nous battons contre des ennemis, en l'occurrence le terrorisme. Donc en fait, cette formation est bienvenue pour renforcer les capacités de nos personnels de santé qui doivent s'occuper des hommes sur les théâtres d'opération. En plus des théâtres d'opération, ces personnels de santé, de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale sont aussi destinés à servir dans les hôpitaux de premier niveau. Dans le registre santé toujours, les maladies rares, on en parle avec une journée à elle dédiée. Cette journée, c'est la dernière du mois de février. L'occasion est mise à profit pour sensibiliser et mener des plaidoyers pour plus d'attention face à ces pathologies parfois graves. Pour preuve, certains malades manquent de prise en charge adéquate pour défaut de plateau technique. Suivez plutôt ce reportage de Vincent Kenrobego. Au CHU de Tengango, Dr Labodi Lompo reçoit un patient. Le patient est souffrant d'une pathologie nommée myasthénie qui le rend invalide jusqu'à la difficulté, voire l'impossibilité d'ouvrir les paupières. La myasthénie auto-immune, il faut dire que c'est une maladie de la jonction neuromusculaire qui est une maladie auto-immune qui se traduit par une fatigabilité et un déficit qui touche la musculature striée squelettique. Et tous les muscles de l'organisme peuvent être concernés. C'est une maladie qui est très grave. La myasthénie relève d'une catégorie de maladies dites maladies rares. Ce qui m'intéresse, moi particulièrement, comme je suis neurologue, on a plusieurs maladies, il y a plusieurs maladies rares. Mais les maladies rares d'intérêt épidémiologique et de santé publique ici, actuellement au Burkina, nous avons essentiellement 2 maladies. Nous avons la myasthénie et nous avons le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est relativement plus fréquent que la myasthénie. On peut guérir parfaitement de la myasthénie suite à un traitement, nous rassure le médecin. Mais le problème, c'est que le traitement n'est pas à la portée des patients. Une cure complète qui puisse assurer la guérison chez un individu, ça dure 3 à 5 jours. Le coût, 6 millions de francs CFA. La machine qui devrait assurer les échanges plasmatiques n'est pas disponible jusqu'à présent au Burkina. Une machine qui coûterait 25 millions de francs CFA selon Dr Lompo. Dorcas Bertilianogo est en phase de rétablissement de la myasthénie. Depuis 2016, elle a créé l'association des malades de la myasthénie
pour interpeller l'opinion et les décideurs publics. À ce jour, nous avons environ 37 malades régulièrement inscrits dans l'association. Voilà, des malades confirmés. Les gens ne connaissent pas la maladie. Dans les centres de santé, nous avons besoin d'expliquer ce qu'est la myasthénie. Donc, nous avons voulu créer un cadre d'expression et de sensibilisation sur la myasthénie afin que chacun puisse savoir à quoi on se réfère lorsqu'on parle de myasthénie et vers qui l'on peut se tourner lorsqu'on souffre de la myasthénie. Le dernier jour du mois de février, le 28 ou le 29, est consacré Journée internationale des maladies rares qui donne l'occasion d'attirer l'attention sur ces minorités qui souffrent ou meurent silencieusement. En termes d'équipements médicaux, la commune de Nanoro peut se réjouir de son nouveau laboratoire d'analyse. L'infrastructure est un don de l'ONG Res Publica et elle est évaluée à plus de 50 millions de nos francs. L'inauguration est intervenue ce 27 février, comme nous le montrent Adama Giti et Sekou Zongo. À travers cette coupure de ruban, la commune de Nanoro dispose désormais d'un laboratoire d'analyse biomédicale et équipé pour servir les besoins des populations de la commune et des villages environnants. La réalisation de ce laboratoire est l'œuvre de l'ONG Res Publica, un partenaire de la commune depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous avons souhaité poursuivre nos efforts en complétant ce centre médical d'un laboratoire d'analyse médicale afin de proposer aux populations une offre de services et un cadre de soins de meilleure qualité. Ce laboratoire ainsi offert aux populations de Nanoro est un plus pour le dispositif médical de la commune, de l'avis du premier responsable du département de la santé. Charlemagne Ouedraogo rassure par ailleurs les populations de l'accompagnement de son ministère. Mon département a déjà pris l'engagement d'envoyer du personnel, de sorte que ce matin, nous avons déjà présenté les 2 techniciens biomédicaux qui vont prendre service ici et commencer à travailler dès le lundi prochain au centre médical de Nanoro, pour faire en sorte que cette inauguration ne se poursuive pas avec une absence de service, mais avec une offre de services régulière et permanente pour le bonheur des populations. La réalisation de cette infrastructure médicale est estimée à 55 millions de francs CFA. Elle est entièrement équipée et prête à offrir ses services. Le ministre de la Santé souhaite par ailleurs que les équipements soient bien entretenus afin de garantir la survie du laboratoire. Des mouvements syndicaux jalonnés par des répressions. Conclusion de la Confédération Générale du Travail en sa première rencontre de l'année. Les actions de lutte syndicale de 2020 sont revisitées et l'organisation promet se remobiliser dans l'unité et la solidarité pour la défense des intérêts des travailleurs. Compte rendu de la rencontre de ce 27 février avec Alidou Badini et Vincent Kenrobeau. À la Confédération Générale du Travail, l'heure est à la présentation de vœux de nouvel an. Bien plus, c'est l'occasion pour la CGTB de peindre un tableau illustratif de la situation sociopolitique du Burkina Faso en 2020. Et pour cette organisation syndicale, l'année a été marquée par des suspensions et coupures de salaires, des licenciements, en un mot une répression des acteurs syndicaux, selon les responsables qui restent assez critiques vis-à-vis des pouvoirs publics. La survenue de la pandémie du coronavirus a servi surtout de prétexte au gouvernement MPP pour remettre en cause les libertés syndicales et démocratiques et a même été utilisé comme un véritable business. Et la CGTB de se prononcer sur le processus de la réconciliation nationale entamé depuis début 2021. On ne peut pas parler de réduction de train de vie de l'État, on ne peut pas parler de gouvernance vertueuse, on ne peut pas stigmatiser les travailleurs en disant qu'ils s'accaparent de 52% du budget tout en continuant de créer des institutions qui sont non-sens pour nous. Parce que la question de cette réconciliation nationale, nous avons clairement dit que s'il y a réconciliation à faire, c'est de travailler pour que les autorités puissent se réconcilier avec l'esprit de l'État démocratique, se réconcilier avec l'esprit d'un État de droit, se réconcilier avec la loi. Cette rencontre syndicale s'apparente également à une remobilisation des troupes, l'unité et la solidarité étant prêchées aux militants pour la défense de leurs intérêts.
Une semaine à Poura, dernier acte ce soir, la desserte en eau potable nous intéresse. Un approvisionnement assuré par la Nationale de l'eau, mais plusieurs difficultés subsistent. La situation serait inhérente à l'insuffisance de la ressource énergétique et à la demande sans cesse en croissance. Détail avec Alidou Badini et Sekou Zongo. De l'eau pour les besoins domestiques, pour le lavage du minerai, l'or bleu est aussi convoité que le métal jaune à Poura et ce n'est pas sans conséquence. Réellement, nous souffrons ici. Il nous arrive de faire 3 jours sans eau. Nous nous rabattons sur les eaux troubles des puits et dans ces puits, on peut y passer toute la journée sans rien avoir. Pour nos besoins en eau, nous sommes obligés d'aller hors de la ville. Les coupures d'eau sont récurrentes ici à Poura. Ce n'est pas les coupures seulement. On a des difficultés encore au niveau des raccords. Et les raccords quoi. Exa lâche le chef du centre ONEA de Poura. Des baisses de tension qui jouent sur la distribution d'eau dans la ville, mais les coupures d'eau excèdent rarement 24 heures, assure le patron de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Poura. Ici, premièrement, nous enregistrons une baisse de tension et nos équipements fonctionnent minimum 380, maximum 430 des équipements. Et souvent, nous nous retrouvons autour de 317 volts. Et cela ne permet pas les électropompes de débiter correctement, de donner le débit normal. Ça entraîne les pannes des pompes. Et dès lors qu'il y a ces arrêts, à ce moment, la fourniture d'eau est interrompue. Il faut qu'on repart pour pouvoir relancer. On peut faire 24 heures, mais pas plus que 24 heures de coupure d'eau. Mais on a des zones aussi un peu élevées. Dès lors qu'il y a une coupure d'eau comme ça de 24 heures, pour que ces zones puissent avoir l'eau, il faut que ces zones aient au moins 48 heures. Parce que c'est des zones élevées. Il faut que le château soit rempli et la pression soit forte pour que l'eau puisse monter là-bas. Depuis septembre 2020, la station a acquis 3 groupes électrogènes de grande capacité, ce qui a amélioré nettement la situation. En cas de coupure ou en cas de vraiment une chute de baisse de tension tellement élevée, on demande le groupe pour continuer le service. C'est bien vrai que 2020, vraiment, on a parcouru vraiment des difficultés, mais 2021 prononce bien. Parce que 2021, là, et actuellement, les 3 groupes électrogènes sont effectifs et fonctionnels. Toutefois, d'autres motifs d'inquiétude demeurent, regrette Passoke Manegba Konseiga. Panne récurrente des électropompes, vétusté des conduites d'eau, menace des installations par l'activité d'orpaillage et risque de pollution de la source d'eau par les produits chimiques nocifs. Et cette situation jouxtant les problèmes d'eau et qui est aussi fort regrettable, il s'agit de la pollution. Après la fermeture de la Sorémib, la commune traîne un passif douloureux. Un bac à cyanure abandonné en plein air, des forages non utilisables parce que pollués et des amont de déchets de minerais. Une situation qui inquiète aujourd'hui davantage parce qu'aggravée avec l'exploitation artisanale de l'or et l'utilisation de produits nocifs. Zoom sur la pollution ce soir avec Alidou Badini et Sekou Zongo. Quand nous regardons les autres pays, à côté de nous, ou plus loin de chez nous, nous comprenons que le malheur des peuples, leur malheur proviennent essentiellement des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Nous ne voulons pas que Poura devienne Soweto. Nous ne voulons pas que Poura devienne Chaperville. Nous ne voulons pas de Katanga. Nous ne voulons pas de Kolwezi. Déclaration du président Thomas Sankara à la cérémonie d'ouverture de la Sorémib, la société de recherche minière du Burkina Faso. Nous sommes le 18 octobre 1984. 37 ans après, la première mine d'or d'exploitation industrielle du Burkina n'a pas échappé aux craintes du père de la révolution burkinabé. Ici, tout n'est que désolation, avec un fort risque de pollution et de catastrophes écologiques et sanitaires. Un bac à cyanure, des tas de déchets rejetés par la mine à ciel ouvert,
exposés au vent et aux pluies. Quelques minutes passées sur les lieux et l'on ressent déjà les effets des trous béants à perte de vue. Avec les carrières à ciel ouvert qui sont abandonnées à eux-mêmes, qui ont englouti nos enfants, il y a le bac à cyanure qui est là, qui est à ciel ouvert, qui continue de polluer et la nappe souterraine et l'air que nous respirons. Vous voyez la partie clôturée avec le grillage là, c'est le rejet de la cyanure de Soromib. Après, quand il y a les déchets de cyanure comme ça, c'est ici qu'on transportait venir vider ici là. Très dangereux. Vous sentez déjà l'odeur là. Après 21 ans aujourd'hui là, vous voyez toujours, on sent l'odeur de ça. Vous avez remarqué quand vous êtes allé dans la mine, au niveau de la carrière, vous avez vu les carrières à ciel ouvert, vous avez vu des grands trous payants qui sont par-ci par-là. Vous avez vu que vraiment, c'est une terre à la limite, si on peut dire, irrécupérable, avec toutes ses conséquences. Vous voyez, ça c'est le travail de ce que nous avons eu, c'est-à-dire de l'ancienne mine, c'est ce qu'ils nous ont légué. Les gens tombent même, on ne peut même pas savoir. Les animaux, ça on n'en parle pas. Malheureusement, à Poura, ils nous ont laissé dans des problèmes, dans des vrais problèmes, dans les déchets. Des déchets de la mine, on en trouve presque partout à Poura, comme sur ce site de rejet de la Solémib. Ici, la terre rejetée il y a plus de 3 décennies est manipulée sans aucune forme de protection par des personnes de tous âges à la recherche de quelques pépites. Qui parle d'orpaillage, l'utilisation de produits chimiques toxiques. Et c'est très dangereux pour en tout cas toute la population. Voilà. Nous qui sommes même les habitants, même nos animaux, c'est surtout à ceux qui tombent et qui boivent ou bien qui se nourrissent de ces produits toxiques ou bien en tout cas qui sont contaminés. Généralement, nous avons trop de dégâts. Depuis la Solémib, les roches qui sont dans le sous-sol sont, je ne sais pas, c'est des mouvements, c'est-à-dire sont contaminés et ça se propage. Voilà, ça se propage. Et quand ça se propage, ça veut dire que si tu remarques, nous avons des forages à Poura, c'est bien, mais malheureusement que la plupart des forages sont contaminés par l'arsenic. Côté environnement, ça détruit le couvert végétal et aussi ça pollue l'air. Par exemple, quand les gens concassent leurs minerais ou bien les vannes, ça amène la poussière et les produits qu'ils utilisent pour l'extraction, ce sont des produits toxiques. Quand ces produits vont s'infiltrer dans l'eau, c'est toute la population qui consomme. Pour le conseil municipal de Poura, il est grand temps de trouver des solutions durables afin de réhabiliter le site et éventuellement de faire de cette expérience de première mine industrielle burkinabé un site touristique où les ratés serviront désormais de leçon pour le futur. Mais pour l'heure, il faut parler au plus urgent et les autorités locales demandent l'appui de l'État burkinabé. Et notre reporter qui nous a rejoint sur ce plateau, Sékou Zongo, bonsoir. Bonsoir Luto Atara. Votre voix nous a bercé tout au long de cette semaine avec cette semaine à Poura. Dites-nous déjà, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez rencontré à Poura, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, il faut dire qu'à Poura, nous avons retenu beaucoup de choses. Et nous ne pourrons pas citer tout ce qu'on a pu retenir de Poura, mais nous allons en tout cas garder au moins 3 choses que nous retenons de Poura. Nous retenons que Poura aujourd'hui, c'est un gâchis. C'est un véritable gâchis. Celui qui va actuellement à Poura va se rendre compte que le site de la Solémib, la société de recherche minière du Burkina Faso, fermée en 1999, est abandonnée. Et sur le site, vous retrouvez de gros engins abandonnés. On va dire que c'est devenu un tas de ferraille. Et puis l'usine de la Solémib qui est abandonnée dans la nature, qu'on aurait pu, en tout cas de mon avis, exploiter autrement. Et du regret également, vous avez suivi un élément que nous avons proposé
au cours donc, de cette semaine sur la cité des travailleurs, les cadres de la Sorémib. La cité aujourd'hui est dans un état de délabrement totalement abandonné et aujourd'hui occupé par des populations, on va dire des orpailleurs, quelques fonctionnaires et puis quelques villageois. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment faire en sorte donc, que cette cité-là puisse être profitable à la commune, donc à la commune de Poura. Et le maire de Poura nous a dit clairement qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de faire en sorte qu'on puisse rétablir, donc rénover ces bâtiments qui sont vraiment des villas, hein, parce qu'aujourd'hui, la question de logement, on dit que c'est une question de dignité. Et à Poura, on a plus d'une trentaine de cités qui sont abandonnées, qu'on peut en tout cas exploiter. Autrement, on peut rénover ces cités-là et faire en sorte que ça puisse profiter à la commune de Poura. Nous pouvons également retenir quelque chose. La Sorémib a été fermée il y a de cela, en tout cas, plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est l'activité de l'orpaillage qui bat son plein. Ça veut dire que Poura reste aujourd'hui une zone aurifère et avec des broyeurs partout. Nous avons du lavage de minerais également partout en ville, des trous partout. Et puis, bien entendu, l'utilisation de produits chimiques nocifs. Et sur ce point... Et tout ceci, c'est des gros dangers pour l'environnement. Et sur ce point, il faut noter que Poura, c'est vraiment un risque de pollution qui est là. Et je pense qu'il faut agir vite et pourquoi pas organiser donc ces orpailleurs-là afin qu'on puisse préserver la santé des populations et également préserver donc l'environnement. Et nous ne pouvons pas terminer ce que nous retenons de Poura sans évoquer donc les déchets rejetés par la Sorémib qui sont dans la nature. Et aujourd'hui, ce sont des populations qui manipulent ces déchets-là sans aucune précaution. Et cela également, c'est un risque. Et puis, bien entendu, le bac à cyanure, vous l'avez vu dans notre dernier reportage, le bac à cyanure abandonné à ciel ouvert. Je vous laisse cette confidence. Nous avons été donc à la rencontre, on va dire à la découverte de ce bac à cyanure. Et quelques minutes passées auprès donc de ce bac-là pour des besoins d'image. Je vous assure que nous avons... on va dire 10 à 15 minutes, nous avons eu des picotements. Tout le monde avait des picotements un peu partout. L'atmosphère est insoutenable. Insoutenable. On imagine bien la souffrance donc des populations. Voilà, en gros, ce que nous retenons. Résumez ce que vous retenez en tout cas de cette mission d'une semaine. Alors, Osekou Zongo, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Oui, des difficultés particulières. Il faut dire que nous partions à Poura sur un terrain presque inconnu. Parce que l'équipe qui était composée de Ali Doubadini, caméraman, Oswald, Ahmed Toué, qui était le monteur, et Ahmed, on va dire, Aruna Yaro, chauffeur, et moi-même Sekou Zongo, nous partions sur un terrain inconnu. Et dans des cas de situation, les difficultés ne pouvaient pas manquer. Mais il faut dire que les populations de Poura ont été vraiment accueillantes. Et nos premiers contacts étaient M. Ouattara et M. Somda. Par la suite, nous avons pris contact avec le chef de Poura, le maire de Poura, et M. Pierre-Jean Barrault, qui a été vraiment, on va dire, notre guide sur le site de la Sorémib. C'est un ancien mineur. Et qui vous a même prêté certaines images. Et qui nous a même prêté certaines images. Et également, Yaba à l'état civil, Alassane Kaboulé, notre footballeur. Nous ne pourrons pas citer toutes ces personnes qui nous ont été vraiment d'un grand apport. Ils ont fait en sorte que notre mission se passe véritablement bien. En tout cas, vous avez tiré votre épingle du jeu. Alors, nous remercions toute l'équipe pour cette immersion à Poura qui nous a permis également de mieux découvrir la commune. Et on va le rappeler, Sekou Zongo, une semaine à Poura, s'est refermé ce soir avec les 2 derniers reportages. Le rendez-vous est pris pour la dernière semaine du mois de mars.
pour une immersion dans une autre commune. Vous restez avec moi pour la suite de cette édition. Pour le programme Présimètre, il s'agit de capitaliser les bonnes pratiques genre en suivi des politiques publiques, des projets et programmes. C'est un atelier initié par l'association d'appui et d'éveil Puksada qui s'inscrit dans le cadre du programme Action citoyenne pour la redevabilité et le genre au Burkina. Il bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'ONG Diakonia. On en sait un peu plus avec Césaire Carrefour et Isia Kanana. C'est un atelier de validation et de capitalisation du document des bonnes pratiques genre des projets des organisations partenaires du programme Présimètre. Réunis ici, la quinzaine de partenaires mutualisent les bonnes pratiques en matière de suivi des politiques publiques. L'approche mise en œuvre par l'AMR, l'approche mise en œuvre par le GEDES, l'approche mise en œuvre par le RENLAC, que je peux citer, le bulletin KUKA, qui attire les jeunes, les tout petits, à découvrir les manquements dans les différentes pratiques. Donc c'est un peu ce qu'on va découvrir dans le document de capitalisation que nous allons présenter aujourd'hui. Nous voulons évaluer ce que nous avons pu entreprendre de positif, qui a eu du succès auprès de nos populations en matière de genre. Financé par l'ONG Diakonia, il s'agit pour les participants de recueillir les observations et amendements en vue de l'amélioration et de la finalisation du dit document. La principale attente, c'est que le maximum d'organisations de la société civile, le maximum d'organisations partenaires puissent avoir ces bonnes pratiques-là et les mettre en œuvre dans les projets, les programmes qui y déroulent. Une fois validé, le document sera par la suite dupliqué pour servir de référentiel. L'objectif étant de permettre aux populations de jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne. Dans un autre registre, on parle de la première assemblée générale de l'année pour l'Union des vendeurs de pièces détachées, cycles et cyclomoteurs. Déjà, l'on retient leur contribution au grand déstockage des produits de la SAP olympique à plus d'1 milliard de nos francs. La rencontre permettra de faire le bilan des actions exécutées et se donner des perspectives. Issa Kafando et Christine Koulibaly. C'est une première assemblée générale de l'année en cours sur fond de bilan des activités de l'Union. Une union créée en 2017 et qui s'est aussitôt attelée à la formation de ses membres sur la réglementation du commerce au Burkina. La lutte contre la concurrence déloyale était également dans son viseur. Concernant la lutte, nous allons faire des formations à nos membres. Nous allons collaborer avec le ministère. Nous allons collaborer avec la délégation consulaire pour mieux organiser le commerce au Burkina Faso. En 3 années d'existence, l'Union a déjà apporté beaucoup à l'économie nationale. Le représentant du ministre en charge du commerce en veut pour preuve ses multiples soutiens aux entreprises en difficulté. En 2019, notamment le 30 septembre 2019, nous avons organisé une campagne de déstockage des produits de la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 900 millions de francs CFA. Et ce qui a permis de déstocker les produits de la SAP olympique. Ensuite, en 2020, nous avons organisé le même exercice avec la SAP olympique, ce qui nous a permis de vendre environ 1,4 milliard de francs CFA de produits de la SAP olympique, ce qui a permis de soulager la SAP olympique qui était une société vraiment en difficulté. Un partenaire clé de l'économie nationale sur lequel la délégation consulaire du centre fonde l'espoir de voir naître au Burkina une unité de production de pièces détachées. Le Burkina Faso étant un grand consommateur d'engins à 2 roues. Cap sur Youlou, dans la commune de Koudougou, le complexe scolaire Bangrevenem revient de loin avec un relooking et une offre éducative améliorée. Autrefois composé d'une école primaire et d'un centre de formation en souffrance, le complexe est revu et corrigé grâce au partenariat Burkina Faso-Luxembourg. L'inauguration de ce 25 février avec Amado Ilboudo et bienvenue Tonsa. Un cadre d'apprentissage remis à neuf et agrandi avec un modèle architectural de type nouveau. En plus d'une école primaire et d'un centre de formation professionnelle, le complexe scolaire communal Bangrevenem de Youlou, dans la commune de Koudougou, compte désormais une école maternelle, un collège, un lycée, une cantine scolaire, une bibliothèque, une salle d'informatique,
pour ne citer que cela. Nous avons adopté une nouvelle formule intégrée d'éducation et de formation. Ce sont les complexes intégrés d'éducation de base. On consacre donc le continuum du système éducatif. Et aujourd'hui, donc, nous venons de voir cette expérience ici. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette infrastructure dont le projet a démarré en 2017 et qui vient contribuer à accroître l'accès et surtout la qualité du système. La normalisation de ce complexe scolaire est à mettre à l'actif de l'ONG luxembourgeoise Le Soleil dans la main. Ce projet est basé sur une volonté d'entraide entre les peuples et d'un apport social fort, c'est-à-dire donner l'accès à l'éducation à tout à chacun, quelle que soit son origine sociale ou géographique. Et ce projet est donc donné à la commune à compter de ce jour. C'est une grande joie qui anime aussi bien la mairie que l'ensemble de la population. Et nous attendons jouer notre partition pour offrir des conditions meilleures à nos enfants pour qu'ils puissent accéder au savoir et à la connaissance. Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le coût de la rénovation de cette infrastructure qui accueille 1200 élèves. Un rapprochement dans la coopération, un rapprochement dans les cultures également pour les peuples marocains et burkinabés. Des journées promotionnelles de produits locaux sous forme d'exposition-vente à Ouagadougou. Une 3e édition pour faire découvrir la diversité des produits agroalimentaires et artisanaux marocains. Un tour des stands avec Gérard Sommet et Olopoda. Le Maroc, engagé dans la conquête du consommateur burkinabé avec une exposition vente des produits locaux. Ces journées promotionnelles, 3e édition, mettent un point d'honneur sur des produits faits à base du cuir. Et c'est ici, au CIAO, que le royaume chérifien se fait découvrir par son savoir-faire en matière d'artisanat. Des chaussures, des ceintures et bien d'autres articles en cuir faits dans la pure tradition marocaine attendent la clientèle. Nous sommes là avec une nouvelle collection de chaussures, toujours la qualité 100%, cuir, tout ça, et toujours la promotion elle est là. Cette fois on a amené des sandales médicales, c'est la première fois, à l'intérieur cuir et l'extérieur cuir, c'est des sandales médicales. Garantie 100%, c'est cuir à l'intérieur. À l'intérieur, il y a cuir de chèvre, ici cuir de veau. Outre l'artisanat, divers produits agroalimentaires du patrimoine culturel du royaume sont aussi exposés. Du curcuma, du nigel, de la cannelle, du poivre, des huiles alimentaires bio et des épices se font admirer ici. Il y a aussi les épices, les nouveautés, c'est pour grillade, pour poisson, pour poulet. Il y a différentes huiles aussi. Il y a aussi huile d'olive qu'on a envoyée cette fois en très bonne qualité, certifiée par l'État marocain. Première pression au froid, que nous saurons à leur attendre, que nous serons à la hauteur de ce qu'ils sont en train de voir de nous. Chaque fois, on vient, ils trouvent le bon prix, la bonne qualité et les bonnes choses. Rencontrer des partenaires burkinabés pour un partage d'expériences gagnant-gagnant, c'est tout l'enjeu de cette exposition vente qui vise à valoriser ces produits. Un label marocain que le promoteur de ces journées promotionnelles ambitionne faire connaître en vue de nouer les relations commerciales avec des Burkinabés, question de contribuer au renforcement de la coopération d'amitié entre les deux pays. Un tandem à entretenir entre le ministre de la Culture et les journalistes culturels. Autour d'une même table, ces acteurs échangent à bâton rompu sur tous les sujets d'intérêt. La chef du département, pour sa part, sollicite plus d'accompagnement pour un rayonnement de la culture. Compte rendu signé Adama Kiti et Sekou Zongo. Lorsqu'on parle de culture, échange direct entre journalistes et animateurs culturels et le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est à travers un déjeuner de presse que le tout nouveau ministre s'imprègne des difficultés de ces hommes de médias dans leur travail au quotidien. Le tout dans un esprit de valoriser davantage la culture burkinabé. C'est un échange, c'est un partage, donc cela signifie que nous avions
pensé qu'il était intéressant que nous puissions aussi aller vers vous pour des échanges, pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux se diriger, tout cela en tout cas, afin de mettre en exergue au mieux notre culture. Plusieurs préoccupations de journalistes et animateurs culturels sont ici posées et en retour, Élise Foniama Ilboudone Chombiano rassure de la disponibilité de son département à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture. C'est des questions de formation et c'est légitime, c'est des questions de décoration, c'est également légitime. Donc tout ce qui est à notre pouvoir en tout cas, nous ferons en sorte que les problèmes puissent être aplanis. Et vous avez également parlé du problème de financement, et notamment le problème lié au fonds que dispose donc le ministère. Et je crois que pour ceux qui sont déjà organisés en subvention, c'est plus facile en tout cas de les prendre en compte avec les subventions que nous avons. Malgré la persistance de la pandémie du Covid-19, le département en charge de la culture croit dur comme fer. La culture burkinabé saura résister à ce bouleversement mondial, mais il compte surtout sur l'engagement des journalistes et animateurs culturels afin de relever le défi. Nous restons en culture pour une visite du musée de Sogosira, c'est à Bobo-Dioulasso. Un musée rénové qui va à la conquête des populations et touristes. Une réhabilitation possible grâce à l'ambassade de France. Détail avec Amadou Marcelto. Visitez les habitats traditionnels du musée Sogosira Sanou de Bobo et vous aurez une folle envie d'y rester, de vous y installer. Construit avec des matériaux locaux et dans le respect des savoir-faire architecturaux des communautés Peul et Bobo, il y fait en effet bon vivre. Le climat que nous ressentons quand nous rentrons dans ces habitats, nous sommes sentis un peu vivants. C'est un musée qui est sur place depuis 1990, sur l'initiative de 3 communautés de la ville de Bobo, les Bobo, les Sénoufo et les Peul. La gestion des habitats traditionnels demande un suivi saisonnier. Hier, dans un état de délabrement avancé, ces habitats ont été restaurés grâce à l'ambassade de France. Les autorités communales ont tout mis en œuvre pour remettre en bon état le bâtiment principal qui avait aussi des problèmes d'étanchéité et d'aspect extérieur pas très agréable. Cela a été fait par les autorités communales. Ensuite, l'ambassade de France a donné les moyens dont supporter les charges de la réhabilitation de nos habitats traditionnels. À l'instar de ces étudiants de l'université de Bobo, de nombreux Burkinabés n'hésitent plus à franchir le seuil des musées. C'est ce qu'a fait ce matin cette famille. Je suis là avec ma famille pour visiter notre musée national et connaître aussi l'histoire de notre pays. Et faire connaître aussi l'histoire de nos enfants qui ignorent beaucoup de choses. Au musée Sogosira Sanou, on multiplie les stratégies pour encore et toujours attirer un grand monde dans le musée. Nous allons vers eux, nous les sensibilisons au niveau des établissements à travers plusieurs canaux. Les réseaux sociaux sont là maintenant. Il suffit de lancer peut-être des annonces et d'inviter certains groupements à venir et puis nous avons des effets positifs. En 2019, le musée a pu enregistrer environ 8000 visiteurs, en particulier les jeunes scolaires et des étudiants. Et en 2020, malheureusement, le Covid-19 a fait que nos visites ont été ralenties un peu. Néanmoins, nous avons pu enregistrer, malgré 3 mois de fermeture, plus de 6500 visiteurs. Le musée Sogosira Sanou a ouvert ses portes dans les années 1990. Il est placé sous la double tutelle de la mairie de Bobo-Dioulasso et du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Voilà, c'est tout pour ce soir et pour cette semaine de présentation que j'ai eu du plaisir à partager avec vous. On se dit à très bientôt sur la RTV Dieu voulant. Bonsoir.